Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition du Nouvel Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Je vous annonce que notre prochaine émission en public, je vous confirme que notre prochaine émission en public aura lieu le 12 mai. Sur le site de l'émission, vous trouverez toutes les indications de lieu, etc. Et par ailleurs, nous enverrons une lettre, un courriel général à l'ensemble de nos abonnés. C'est de la suivante, aura lieu le 16 juin. En poursuivant le tour d'horizon des auditeurs qui nous suivent à travers le monde, dans 164 pays maintenant, il y aura bientôt plus de pays qu'il n'y en a à l'Organisation des Nations Unies, car l'organisme, le système qui fait le compte des pays, considère certains pays qui ne sont pas admis à l'ONU comme des pays, des États à titre complet, et donc pour le moment maintenant 164 pays, je peux vous informer que nous sommes suivis par 355 auditeurs au Mexique, 3661 en Grande-Bretagne, 117 en Slovénie et 8 au Kyrgyzstan, ce qui est proportionnellement très important puisque la population totale est de 5 600 000 habitants, dont plus du tiers a moins de 15 ans. J'adore donner ces petits chiffres parce que ça me console de ce que la course à l'audience n'épargne désormais aucune entreprise audiovisuelle, même celle dont les ressources ne dépendent pas de leur nombre d'auditeurs. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1. Cette semaine, il a pour titre « Haro sur la noblesse d'État » et on s'y interroge sur le système de rémunération, sur la gestion des carrières, sur la parité, aussi bien que sur l'histoire de la haute fonction publique. Le romancier Marc Duguin ne pense pas qu'un grand esprit puisse sortir d'un grand corps, et le 1 publie un extrait du livre qui, en 1967, fit connaître Jean-Pierre Chevènement, L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise, ouvrage signé d'un pseudonyme collectif, Jacques Mandrin, et qui avait été écrit avec deux autres énarques, Didier Motchan et Alain Gomez. Nous sommes soutenus par nos souscripteurs et nous allons en remercier maintenant quelques-uns d'entre eux. Pour ma part, je remercie Valentin Moillet, Vincent Laurent, Christophe Kahn, Dominique Capéran et Vincent Turiès. Lucille Schmitt. Eh bien moi, Philippe, je remercie Laurent Ben Saïd, Benoît Guillard, Marc Breton, Antoine Bon et Serge Astière. Richard Verly. Un grand merci à Laurent Brun, Damien Aubert, Cyprien François, Guillaume Evrard et Florian Gaillard. Nicolas Bavrez. Au nom du Nouvel Esprit Public, merci à François-Marie, Johnny Surabaya, Guillaume Savard, Marcel Filoche et Pierre-Henri Comenet. Johnny Surabaya semble quelque chose comme un pseudonyme, ça se chante. Surabaya, Johnny, warum bist du so groß? Ou alors c'est un auditeur en Indonésie. Tu l'as très parce que bien c'est le nom lu, d'une ville indonésienne. Ah, c'est possible. Surabaya, oui, eh bien, bien écoutez, nous invitons vigoureusement le souscripteur qui nous a soutenus, Johnny Surabaya, à trancher entre ces différentes hypothèses. En attendant, nous allons revenir sur les mesures annoncé lors de la conférence de presse du président de la République, puisque maintenant, après Macron, Philippe. Le président de la République avait livré le 25 avril ses conclusions du grand débat national lors de sa première conférence de presse du quinquennat, et désormais se pose la question de la faisabilité des propositions annoncées et d'une réconciliation effective avec les Français. Comme l'écrit Le Figaro, il revient au Premier ministre de traduire ses intentions en actes, d'autant plus que sur un certain nombre d'annonces, baisse de l'impôt sur le revenu, suppression des niches fiscales, celles des entreprises, suppression des organismes inutiles, nouvel acte de décentralisation, les modalités comme le calendrier de la mise en œuvre restent à définir. S'y ajoute le financement des baisses d'impôts annoncées. Le Premier ministre
a annoncé pour juin le vote de la loi sur l'assurance chômage, pour juillet la loi bioéthique avec la question de la PMA, ainsi que la proposition de réforme constitutionnelle. Au début de l'automne, la suppression de l'ENA sera examinée, ainsi que les dispositions pour lutter contre la fraude fiscale, dont une sorte d'inventaire a été demandé à la Cour des comptes. La réforme des retraites sera proposée à la fin de l'été, après que le rapport de Levoy sur cette question aura été remis en juillet. Édouard Philippe a lancé par ailleurs la mobilisation nationale et territoriale pour l'emploi, qui doit réunir les partenaires sociaux, les organisations syndicales, patronales, les associations d'élus, les associations qui accompagnent la transition énergétique et qui a pour but de réfléchir collectivement au niveau national puis au niveau territorial à la façon de se mobiliser pour atteindre les objectifs de plein emploi et de transition écologique. En mai se tiendra le premier conseil de défense de la transition écologique et en juin, la première convention citoyenne sur le climat avec des citoyens tirés au sort. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Cette conférence de presse illustre le paradoxe français, puisque on sortait d'un moment de crise avec un pouvoir qui était trop autoritaire, vertical et centralisé, avec une crise de la démocratie, et tout le monde attendait qu'on en sorte par une grand-messe présidentielle avec un homme providentiel qui s'installait dans le décor, un décor gaullien, avec un bureau dominant les journalistes qui l'ont écouté pendant plus d'une heure avant de pouvoir poser leurs questions. Et je pense que cette mise en scène paradoxale illustre bien la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le président de la République. Donc, il se pose à lui 3 problèmes. Le problème de l'ordre public, puisque tous les samedis, Paris et des grandes villes successives se trouvent mises à sac par les Gilets jaunes. L'acte 2 d'un quinquennat après une crise majeure qui visait le président de la République et la remise en route des réformes. Et puis, la réconciliation avec les Français, le lien avec les Français pour essayer de dominer le mouvement de colère et de haine qui, là encore, était quand même vraiment dirigé personnellement contre le président de la République. Alors, où en est-on ? Donc, sur l'ordre public, pour l'instant, la difficulté reste entière, c'est-à-dire que les manifestations se poursuivent. On l'a vu encore le 1er mai. Et aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de retour à l'ordre public. La part de violence des Gilets jaunes n'est toujours pas désarmée. Et derrière la fracture de la société française, c'est vrai qu'il y a une partie, certes minoritaire, mais de la population, qui aujourd'hui continue à basculer dans la violence. La sortie de crise, c'était évidemment le cœur de cette conférence de presse. Donc, que peut-on en dire ? Donc, sur le fond, on a finalement la poursuite du « en même temps », c'est-à-dire des dépenses publiques pour essayer d'acheter la paix sociale. Ça a été vrai, donc les baisses d'impôts, les retraites, l'arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires, une pincée de démagogie, notamment sur l'ENA, dont la suppression ne soignera pas le grand corps malade qu'est l'État aujourd'hui. Et puis, des réponses sur la démocratie et la nation, avec de la décentralisation, un référendum qui est du coup repoussé au plan local, et puis une attention portée à l'éducation et à la laïcité pour essayer de reconstituer la nation. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire sur le fond et dans la méthode ? Donc, sur le fond, les problèmes continuent à être largement posés. Pourquoi ? Parce que avec les mesures de décembre, c'est maintenant à peu près 20 milliards d'euros qui auront été de dépenses nouvelles. Et en revanche, on n'a aucune idée ça fait quand même 1% du PIB et personne ne sait comment tout cela va être financé. L'autre question, c'est que justement cette poursuite du « en même temps » fait qu'on n'a pas de stratégie très claire. Et en fait, le principal mouvement, c'est que Emmanuel Macron, finalement, sur le plan de la méthode, a découvert le mode d'emploi de base de la Ve République, qui est que le président se protège en exposant le Premier ministre. Et donc, il a maintenant transmis, à partir de propos assez généraux, un programme de réforme et un calendrier impressionnant
au Premier ministre qui est censé le mettre en œuvre. Et c'est à la fois, j'allais dire, pour le coup, l'acte 2 du quinquennat, c'est l'acte 1 d'Édouard Philippe, mais avec en même temps une énorme part de risque pour lui, puisqu'il est déjà le bouc émissaire désigné en cas d'échec. Et derrière, on a donc toujours le problème fondamental d'Emmanuel Macron, qui est un vrai problème de légitimité politique. C'est vrai qu'il a changé de ton et qu'il a fait un mea culpa, mais pour rejoindre ce paradoxe, c'est que l'hyperprésidentialisation, qui est quand même à l'origine de cette crise, sort plutôt renforcée du grand débat et de cette conférence de presse, et que ce qui frappe, c'est que c'est un pouvoir qui est à la fois vertical et seul. Il est vertical et seul en France, il est vertical et seul en Europe, et il a toujours le même problème de rapport à la politique, puisque tout cet exercice et le calendrier, finalement, broie à la fois ou ignore les élections européennes et les élections municipales. Donc c'est très étrange de voir un pouvoir qui cherche à sortir d'une crise démocratique majeure en annihilant les scrutins européens et locaux qui sont prévus dans les prochaines années. Lucile Schmitt. Oui, merci Nicolas. Moi, je ressens cette intervention d'Emmanuel Macron et ses suites comme un problème aussi de passage à l'acte. C'est-à-dire qu'on voit bien que le président de la République multiplie les discours. Ce sont de longs discours. Il l'a fait déjà pendant la période du grand débat qui, par moments, était quand même traversée de grands discours plus que de grands débats. Et donc, cette question du débat reste entière. À l'issue du grand débat, le débat s'est essentiellement déplacé sur un site avec des contributions des citoyens, avec des ministres qui participaient à des réunions publiques. Mais ce qu'on en a surtout retenu, c'est le fait qu'Emmanuel Macron ait mené des performances et puis qu'on ait réussi à avoir pas mal de contributions individuelles. Ça a été un succès en ce sens, mais sur un site plus que... Donc il y a un sujet de virtualité et de réalité du débat qui reste posé à l'issue du grand débat. Sur la virtualité et le caractère concret, ça reste aussi posé à l'issue de cette intervention d'Emmanuel Macron, qui donc a longtemps parlé, comme vous venez de le dire, c'est un paradoxe, mais qui a mis Édouard Philippe en responsabilité, mais sans vraiment lui donner les clés de la responsabilité. Et moi, je pense que pour Édouard Philippe, qui jusqu'à présent a été relativement préservé, c'est-à-dire qu'il va arriver à 2 ans à Matignon, ce qui est quand même quelque chose d'essentiel, parce que au fond, les premiers ministres, ça s'use rapidement en Ve République, mais il se retrouve dans une situation où, au fond, lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre et de rendre concrètes les annonces d'Emmanuel Macron, il est seul face à lui-même. Saura-t-il activer, lui, une forme de leadership collectif et un gouvernement qui, pour l'instant, reste singulièrement en situation, j'allais dire, de jouer les ministres plus que d'être réellement en situation de responsabilité ministérielle? C'est un vrai sujet. Là-dessus, je trouve d'ailleurs que la contre-performance relative de Nathalie Loiseau à la tête de la liste LREM depuis le début de la campagne des européennes signale le fait qu'on peut être considéré comme une bonne ministre et une bonne européenne et en fait, dès qu'on est en position politique, devenir une mauvaise candidate. On est donc dans une situation où on cherche un casting politique. Jusqu'à présent, Édouard Philippe a plutôt fait un sans faute, je trouve. Saura-t-il continuer en situation où il doit vraiment agir? La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on voit bien que dans le discours d'Emmanuel Macron, il y avait 2 manques. L'écologie, ça a été largement souligné, alors même qu'aujourd'hui, tout ne bruise que d'écologie dans le débat public. On peut pas écouter la radio, on peut pas regarder une émission de télé sans entendre parler d'écologie. Ça crée même une sorte de malaise. Va-t-on vraiment faire quelque chose? Mais en tout cas, on en parle. Et là, Emmanuel Macron, on en a parlé que, comme on l'a déjà dit d'ailleurs, à la 45e minute, alors qu'il a parlé 1 heure, et pour annoncer 2 formes de procédure et sans mettre de contenu. Un deuxième sujet qui me semble essentiel, c'est la question de la migration, sur laquelle il s'est exprimé aussi en disant qu'il fallait changer l'espace Schengen, en rapportant ça à la question européenne, alors même que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français, et qu'on voit bien que là-dessus, le fait que le Front National puisse faire la course en tête aux élections européennes signale cette obsession migratoire. Que peut-on faire là-dessus? C'est un sujet qui reste entier. Et puis je terminerai en rappelant que sur la question de la fiscalité, moi je trouve que le président de la République a été assez imprudent, parce qu'au fond, il a dit on va baisser les impôts, et c'est d'ailleurs la mesure qui a tout de suite entraîné l'enthousiasme des Français dans les sondages post-annonce. Mais on a le sentiment que le sujet de l'injustice fiscale ne cesse de progresser, et qu'en même temps, la question, si je puis dire, de l'existence du service public et de son ancrage ne cesse de progresser. Donc on va baisser les impôts, continuer à mettre des services publics et les laisser dans les territoires déshérités. Comment est-ce qu'on va financer ça? Je pense qu'il faudrait un discours pédagogique aujourd'hui, excusez-moi, au risque de paraître très réactionnaire, je vais dire, un discours pédagogique sur l'impôt, à quoi ça sert, l'utilisation de l'argent public, à quoi sert un fonctionnaire, et non pas annoncer des baisses d'impôts sans savoir
Qui paiera et qui ne paiera plus? Ça, c'est un sujet essentiel. Du coup, ressurgit le vieux débat sur les classes moyennes et les classes moyennes supérieures, qui concentrent aujourd'hui énormément l'impôt en cette période d'évasion fiscale maximale. Comment va-t-on justifier de dire que certains continueront à en payer des impôts et d'autres non? Les Gilets jaunes ont demandé une baisse de la TVA et non pas une baisse de l'impôt sur le revenu. Et c'est pourtant sur l'impôt sur le revenu que le président de la République a choisi de se concentrer. Je pense que la confusion fiscale est à son comble. Richard Verly. Emmanuel Macron est dans la situation de patron de restaurant qui a changé un menu, qui a proposé un menu relativement alléchant, mais il ne sait pas si son chef de cuisine est capable de le fabriquer parce qu'il ne sait pas s'il a en stock les ingrédients pour le faire. Au fond, c'est la difficulté d'Édouard Philippe aujourd'hui. Parce qu'Édouard Philippe, il doit d'abord se réinventer lui-même. N'oublions pas quand même que si Emmanuel Macron l'a choisi, c'est pour mener une politique, disons, de droite libérale, ce qu'il est. Édouard Philippe, il incarne cette droite jupéiste, orléaniste, attachée à la concurrence, attachée à la liberté d'entreprendre. Et de ce point de vue-là, l'infléchissement social que le président tente de donner ne lui correspond pas vraiment. Donc il y a une équation humaine d'autant plus forte que, à ma connaissance, et sauf à ce qu'il y ait des annonces dans les jours qui viennent, l'équipe gouvernementale au complet ne change pas. Donc on essaye de faire encore une fois un nouveau menu avec une équipe de cuisine complètement identique à la précédente. Et ça, il me semble que c'est nier une réalité de base de la politique, c'est qu'à un moment donné, qui dit nouvelle politique, qui dit nouvelle offre, doit dire nouvelle équipe et nouvelle personnalité. La deuxième chose, c'est que Édouard Philippe va devoir, encore une fois, contre son propre tempérament, obtenir surtout la contrepartie des mesures Macron. Parce que ce qu'on oublie, et si je peux me permettre, Lucille, c'est qu'il y avait deux temps dans le discours d'Emmanuel Macron. Il y avait le temps des mesures, on vient d'en parler, Nicolas les a bien expliquées, fiscales, sociales, certaines d'ailleurs plutôt demi-mesures que mesures complètes, des mesures à budgéter dont on ne sait pas bien comment elles seront financées. Le deuxième temps consistait à dire « j'attends des Français qu'ils fassent preuve de plus de responsabilité », c'est son fameux discours, et qu'ils produisent plus, qu'ils travaillent plus. Ça, c'est le deuxième moment de la politique Macron. Et en fait, ça ne peut marcher que si, à un moment donné, parce qu'ils sont convaincus que le quinquennat est redevenu plus juste, entre guillemets, les Français se remettent au travail. En tout cas, c'est la conception qu'a Emmanuel Macron. Et qu'en travaillant plus, en ayant plus d'heures supplémentaires, ce sont les termes qu'il a employés, en reculant éventuellement l'âge de départ à la retraite, même si l'âge légal demeure à 62 ans, eh bien, il crée de la richesse. Et là, moi, je vois un énorme point d'interrogation. Parce que cette motivation, parlons simplement, est-ce que les Français, aujourd'hui, ont été motivés par le discours et les annonces de leur président? Personnellement, je n'ai pas l'impression. Est-ce qu'ils vont être motivés par la mise en musique du Premier ministre? On peut en douter. Et donc, au fond, il manque, à mes yeux, ce facteur psychologique qui pourrait permettre de véritablement infléchir le quinquennat. En réalité, on attend toujours de voir si Emmanuel Macron peut, au fond, mettre en place, mettre en vigueur les mesures annoncées. On est sur un moment de promesse. Or, à 2 ans du quinquennat, il faudrait maintenant commencer à donner aux Français des motivations concrètes, notamment d'abord de rentrer à la maison, d'être moins dans la rue, et ensuite peut-être d'adopter ce modèle qu'Emmanuel Macron souhaite, c'est-à-dire ce modèle d'une société plus responsable. Nicolas Bavrez. Je crois qu'on a bien cerné les difficultés du moment. Ce qui est frappant, c'est qu'après cette conférence de presse, finalement, Emmanuel Macron est quand même toujours renvoyé aux mêmes questions, c'est-à-dire sa stratégie. On est bien d'accord sur le fait que cette crise des Gilets jaunes, c'est la manifestation, premièrement, des erreurs et d'un pouvoir qui a été trop isolé et vertical, mais aussi, c'est la spécificité française, c'est l'accumulation de 4 décennies de crise. Et c'est ce qui fait notre particularité, notamment sur le plan du chômage, dont au passage, il a été extrêmement peu fait état, et dans le grand débat et dans la conférence de presse, alors qu'à mon avis, c'est quand même une des origines majeures de la désintégration, non seulement de l'économie, mais de la société et de la nation. Donc, le problème du « en même temps », c'est que ça fait un très bon slogan de campagne électorale, mais ça ne fait pas une stratégie pour réformer un pays.
La deuxième grande question, c'est que le grand angle mort du quinquennat, qui est la dépense publique, reste exact. Enfin, le problème est un peu aggravé, puisqu'on a quand même rajouté 20 milliards de dépenses dont personne ne sait comment elles seront financées. Et la troisième question, je suis absolument d'accord, c'est cette espèce de vide politique qu'on a souvent pointé ici, c'est-à-dire que comment peut-on faire un acte 2, de même que l'acte 1 a buté sur l'absence de politique, le fait qu'il n'y ait... le président ne s'est pas donné la peine d'organiser son parti, contrairement au général de Gaulle en 58, il ne s'est pas donné la peine d'organiser sa majorité parlementaire et a méprisé les élus, il ne s'est pas donné la peine de faire de la pédagogie envers les citoyens, et on ne voit pas comment cette question qui est clé va pouvoir être mieux réglée après cette conférence de presse, avec un palais de l'Élysée qui s'est quand même vidé de beaucoup de talents, et un gouvernement qui s'est aussi vidé de beaucoup en tout cas, les quelques ministres politiques de poids sont à peu près tous partis. Il n'en reste qu'un qui est Jean-Yves Le Drian, et qui est quand même plutôt marginalisé ou cantonné à la politique étrangère. Donc, c'est ça la grande question. Je pense, comme vous l'avez dit, que le problème maintenant, c'est le passage à l'acte. Et on ne peut pas passer à l'acte dans une démocratie. Alors maintenant, il semblerait qu'on essaie d'avoir un vrai Premier ministre, mais on n'a toujours pas de gouvernement, on n'a pas de majorité parlementaire, en tout cas, qui soit légitime. On n'a pas de parti présidentiel, on n'a pas de relais dans l'opinion. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relèverait plutôt de la plume de Ionesco que d'un analyste politique? C'est la nature même du grand débat. Les Gilets jaunes, si je me souviens bien, c'est parti de la question des retraites, de la question de la TVA, de la question des taxes, notamment, c'est principalement sur l'essence, et de la question, marginalement, mais quand même fortement, de la limitation à 80 km/h sur les routes. Il n'était pas du tout question du chômage, comme Nicolas vient de le faire remarquer, il n'était pas du tout, ou à peine, question de l'écologie, pas davantage, et les premières revendications ont de fait reçu une réponse pour des tas de raisons. La baisse du pétrole a fait que etc., etc. Bon, et maintenant, mais qui est censé répondre à quelles questions? Qui est censé répondre à quelles desiderata, à quelles demandes, à quelles exigences? Et à propos de quoi défilent les gens qui continuent à défiler? J'ai regardé, alors ce sont des micro-trottoirs. Les micro-trottoirs, c'est un peu à la science politique ce que les propos de chauffeurs de taxi sont à la science sociale, mais quand même, il y avait une quasi-unanimité des gens qui ont été interrogés dans les manifestations de samedi dernier, donc après la conférence de presse du président de la République, de gens qui disaient non, on n'a rien. Sur les retraites, on n'a rien. Il y avait pourtant eu en plus cette annonce d'un minimum de 1 000 euros. Donc c'est exactement comme si de toute façon se produisaient en parallèle deux trajectoires qui sont destinées à ne jamais se rencontrer. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu quand même, on a 3 trains. Il y a les Gilets jaunes, et effectivement, au départ, il y avait ces revendications, mais maintenant, c'est devenu un mouvement d'ultra-violence et qui a plus tellement... Ensuite, il y a eu le deuxième train, le grand débat, où clairement les gens qui ont participé n'étaient pas les Gilets jaunes. Et il y a un troisième train qui est celui du quinquennat du président et de son gouvernement, mais effectivement, ces 3 trains peuvent se télescoper, notamment les samedis, régulièrement tous les samedis, mais en tout cas, ils fonctionnent sur des lignes qui n'ont rien à voir. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense que c'est très intéressant la façon dont on articule ou pas la virtualité et la réalité. C'est-à-dire qu'il y a ces 3 trains parce que chacun vit maintenant dans un univers qui est disjoint. Et donc les Gilets jaunes vivent dans leur monde et c'est un monde où il n'y a pas de Macron. On ne veut pas qu'il y ait de Macron. Emmanuel Macron vit dans un monde où il aborde très peu la question des Gilets jaunes de son côté. Et puis, il va y avoir quand même la réalité qui va retomber sur chacun d'entre nous. C'est quand même les élections européennes avec un vote où on verra si Emmanuel Macron réussit à être en tête. Il avait été en tête de la présidentielle aussi parce qu'on ne voulait pas que Marine Le Pen soit première au deuxième tour. Il y a des personnes, dont je fais partie d'ailleurs, avouons-le, qui ont voté aussi
pour cette raison-là. Que se passera-t-il et réussira-t-il à rester en tête ? Je pense que c'est un point essentiel. Et là, il y aura la sanction du réel. La deuxième chose qui me semble importante par rapport à ce qu'on vient de dire sur la virtualité et la réalité, c'est évidemment le sujet de la décentralisation. Emmanuel Macron a réussi en un temps, ça n'a pas de précédent en fait, il s'est structuré une majorité parlementaire, à l'Assemblée nationale, mais il n'a pas de majorité dans les territoires. Il a Édouard Philippe qui a été maire du Havre et qui connaît davantage le milieu des élus locaux. En ce sens, le Premier ministre, ancien maire, peut quelque part peut-être être un interlocuteur plus crédible par rapport à ce sujet de la décentralisation. Mais là encore, il y a le choc du réel qui va s'imposer avec la question des municipales qui ont lieu au premier trimestre de 2020. Donc comment est-ce que les annonces qui sont quelque part des annonces portées, en éternité par le président de la République, vont se heurter à la réalité d'un calendrier ? On a un sujet de rythme, je trouve, qui est très important. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a des univers parallèles comme en science-fiction ou en politique-fiction ? Mais en tout cas, cette question du choc de la réalité me semble être un point essentiel. Sur la question d'Emmanuel Macron et de sa capacité aussi à trouver des relais, on a souvent parlé dans cette émission du sujet des contre-pouvoirs et de la façon dont Emmanuel Macron est arrivé dans un moment de déstructuration de la démocratie française, mais il n'a pas jusqu'à présent réussi à avoir une vraie restructuration de cette scène démocratique. Je pense que c'est un point essentiel. La décentralisation peut peut-être y aider. En Europe, c'est pareil. Il n'a pas d'alliés européens. Et aujourd'hui, on voit bien que cette scène politique européenne n'arrête pas de bouger. Les socialistes espagnols ont remporté les élections législatives et on nous dit qu'il va y avoir des députés travaillistes britanniques en masse. On nous avait expliqué que la social-démocratie européenne était morte et brusquement, elle ressurgit, en tout cas dans certains pays. Que va-t-il se passer par rapport au pari qu'avait fait Emmanuel Macron de pouvoir être pivot au Parlement européen ? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre sur tous les tableaux ? Richard Verly ? Je pense qu'il y a un élément peut-être qu'on nommait, c'est l'élément du calendrier. Il ne faut pas le surestimer, mais Emmanuel Macron l'a aussi fait un pari. Il a donné quand même pour un certain nombre de mesures rendez-vous en septembre. En particulier sur la décentralisation, mais aussi sur la question du référendum dont on n'a pas parlé, la mise en œuvre de cet abaissement de seuil à 1 million de signatures pour permettre aux Français de proposer des initiatives référendaires. Pas mal de choses peuvent quand même encore se passer depuis le mois de septembre. Et si Lucile a raison de souligner la possibilité d'une défaite macronienne aux élections européennes, mais défaite, je dirais, serait infligée à ce moment-là par le Rassemblement national, probablement, qui arriverait en tête. Et vous ne pouvez pas exclure que le fait que le Rassemblement national de Marine Le Pen arrive en tête provoque un sursaut d'un certain nombre de gens qui se disent « Ouh là là, attention, là ça rigole plus, là ça devient très dangereux ». Et je pense qu'il y a aussi chez Emmanuel Macron ce calcul. Il pense qu'à un moment donné, pour reprendre l'image de Nicolas, les trains qui aujourd'hui sont sur 3 voies parallèles vont se retrouver, vous savez, dans ces gares de triage où il y a une rotonde, à l'époque ancienne, où on faisait tourner les trains afin de les mettre les uns derrière les autres après les avoir réparés. Eh bien, je pense que c'est un peu comme ça qu'il voit l'avenir. Il pense que s'il réussit, parce que c'est avant tout un tacticien, s'il réussit à avoir la bonne tactique, les trains vont peut-être redevenir compatibles et qu'il va pouvoir, lui, rester dans la locomotive devant. Alors, il y a quand même une grande inconnue à mes yeux, mais je suis quand même plus optimiste que vous deux. La grande inconnue, c'est que est-ce que la croissance économique va peut-être lui donner, comme on dit, du mou, un peu d'oxygène. Il semble que la croissance française se porte pas si mal en ce moment et que les mesures de pouvoir d'achat annoncées en décembre l'ont un peu dopé. Premier élément. Deuxième élément qui, je crois, est important pour juger de l'efficacité de ces annonces, c'est encore une fois l'élément psychologique. Si le pays se calme, en ce moment, le pays est toujours en colère. On est début mai et on voit bien que la colère est toujours présente. Si le pays se calme durant l'été, peut-être que la donne sera différente en septembre. Donc, mon analyse, ce serait de dire, attendez, la partie n'est pas complètement jouée. Je crois qu'il s'agisse du président de la République ou du Premier ministre, dans l'art de gouverner en ce moment, il faut affronter quelque chose, je crois, d'un peu inédit, c'est que l'opposition ne s'oppose pas, en ce sens où elle ne propose pas des programmes et des modes de rassemblement ou d'alliance qui pourraient, mais l'opposition semble se donner pour tâche essentielle de contribuer à l'énervement général du pays, dans un pays qui est déjà passablement énervé par un certain nombre d'évolutions plutôt curieuses sur lesquelles j'espère que nous pourrons revenir un jour dans différentes thématiques. Mais je crois que ce contexte-là doit aussi être pris en considération. Je vous propose que nous passions à un autre
sujet, celui-là, dans une société tout à fait différente, et je crois pas énervé, qui est le Japon. Le Japon où, le 30 avril, l'empereur Akihito, âgé de 85 ans, a abdiqué. Il était installé sur le trône du chrysanthème depuis 30 ans. La cérémonie d'abdication aura lieu le 22 octobre en présence de dignitaires du monde entier. C'est le Premier ministre français, Édouard Philippe, qui nous représentera. Avec l'intronisation du prince héritier Naruhito, le Japon entre dans une nouvelle ère, d'un mot que je ne me hasarderai pas à prononcer, mais qui veut dire belle harmonie. Mais Richard Verly nous dira tout à l'heure, Richard Verly qui a été correspondant au Japon pendant de longues années, nous dira tout à l'heure comment on prononce belle harmonie en japonais. Au cours de l'ère précédente, que je ne prononcerai pas non plus, le couple impérial est devenu plus proche des citoyens. Les images de l'impératrice agenouillée à côté des sinistrés de la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011 ont marqué les esprits. Malgré cette image plus positive dont bénéficie aujourd'hui l'empereur, il n'en demeure pas moins que le pays est en état d'essoufflement. Lorsque l'empereur qui vient d'abdiquer a pris ses fonctions en 1989, la croissance économique du Japon était à son sommet. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo atteignait son plus haut score en décembre de cette même année. Les économistes prédisaient que le Japon dépasserait les États-Unis avant la fin du siècle, pronostics que sont venus invalider l'éclatement des bulles financières et foncières au début des années 90, la crise asiatique de 1997, la crise mondiale de 2008, puis la catastrophe nucléaire de Fukushima, je l'ai dit tout à l'heure, en 2011. Aujourd'hui, le Japon continue de faire face à plusieurs problèmes. Un taux de chômage élevé, un allongement du temps de travail, une explosion du nombre de travailleurs irréguliers, un fort déclin démographique et un manque d'ouverture à l'international. Le pays est confronté à des menaces sécuritaires croissantes et il apparaît stratégiquement isolé face à une Chine de plus en plus agressive qui semble disposer de moyens illimités à consacrer à l'expansion de son armée, dite armée populaire de libération. Par ailleurs, les sommets entre Donald Trump et Kim Jong-un ont marginalisé le Japon jusqu'à le faire douter de la solidité de son alliance avec les États-Unis. Et face à cette montée des menaces régionales, le budget de la défense nippon atteindra en 2019 le chiffre record de 47 milliards de dollars. Sur cette question, Richard Verly. Eh bien, Philippe, je suis en désaccord sur pas mal de points sur lesquels la manière dont vous avez présenté le Japon, sur lequel va désormais régner, comme vous l'avez dit, le prince héritier Akihito, qui deviendra empereur de cette ère Reiwa, donc de cette ère de belle harmonie. Parce que le Japon est un pays structurellement fatigué. Vous avez souligné le déclin démographique, c'est une réalité. C'est un pays qui est devenu anachronique dans un monde de mondialisation libérale débridée, parce que c'est un pays encore dominé par des cartels très puissants. C'est un pays relativement même assez fermé comparé aux standards des grands pays démocratiques. Mais, comme me le disait souvent un ami banquier lorsque j'étais correspondant au Japon, si le Japon était une entreprise, moi, je l'achète. Parce que le Japon est encore une très belle entreprise. Et c'est pour ça que cette ère Reiwa de l'harmonie est très importante. Le mot harmonie est très important. Au fond, tout le défi de ce Japon actuel, c'est de conserver sa cohésion. Le taux de chômage n'est pas si élevé que ça. Les Japonais ont eu l'intelligence, dans un certain nombre de domaines, appelons-le des services, je dirais, modestes, de conserver des employés au lieu de mettre des guichets automatiques, des caisses enregistreuses automatiques et compagnie. Et de ce point de vue, le Japon offre peut-être cette alternative à ce modèle libéral qui fragilise énormément de gens. Alors, c'est pas un modèle extrêmement séduisant comme il pouvait sembler l'être dans les années 90. À l'époque, souvenez-vous, le Japon semblait être à la conquête du monde. Il y avait même un livre qui avait été publié en France qui s'appelait L'étreinte du samouraï. On disait que le samouraï allait littéralement corseter le monde entier. On a vu que c'était pas ça, mais le Japon garde des atouts importants. Vous parliez tout à l'heure de sa marginalisation. Ah bon ? Le Japon, certes, est dans une situation difficile. Il a un Premier ministre nationaliste qui lui-même a un agenda extrêmement discutable. Mais finalement, le Japon aujourd'hui est un allié incontournable pour les États-Unis face à la Chine. Et vous connaissez les difficultés ancestrales, héritées aussi de l'époque coloniale, entre la Corée du Sud et le Japon, dont les groupes industriels, par ailleurs, sont concurrents. Mais franchement, est-ce que ces deux pays voisins n'ont pas une communauté de destin face à cette immense Chine dont on ne sait pas où elle va ? Donc, encore une fois,
l'empereur qui a un rôle symbolique, s'il parvient à assurer cette cohésion moderne, et je crois que ce sera tout l'enjeu, il peut redonner un cap à un pays qui reste un pays différent, qui reste un pays, pour le coup, sur une autre voie que la voie occidentale, mais qui a dans l'histoire démontré qu'à chaque moment où il était menacé, il a su se ressaisir et se retrouver un avenir, et je pense que c'est tout l'enjeu du Japon aujourd'hui. Nicolas Bavrez ? C'est le point commun avec la France, c'est que le Japon est appelé à se réinventer. Et que, comme on l'a vu, il va rentrer dans cette nouvelle ère qui est l'ère Reiwa, avec un événement qui est assez incroyable, puisque finalement l'empereur Akihito a fait quasiment un coup d'État contre son Premier ministre pour obtenir de pouvoir démissionner, ce qui est assez singulier et qui va dans le sens des grands changements qu'il a apportés, en rompant avec la déification de l'empereur et en le ramenant, avec des grandes limites, mais le ramenant plus près des citoyens japonais et notamment de ceux qui sont les oubliés ou les plus fragiles. Donc, dans Reiwa, vous l'avez rappelé, il y a la paix, il y a l'harmonie, mais il y a aussi l'ordre. Et c'est vrai que le Japon, même après la catastrophe de Fukushima, semble un havre de stabilité dans le monde d'aujourd'hui. Il n'empêche que le modèle est bel et bien dans une situation critique, d'abord sur le plan démographique. Les chiffres sont quand même spectaculaires. On a aujourd'hui 126 millions de Japonais, ils seront 90 millions en 2060 et ils seront 60 millions en 2100. Avec un vieillissement qui est donc impressionnant. Et aujourd'hui, une pénurie de manœuvres. On a 164 offres d'emploi pour 100 demandes. Donc, évidemment, le chômage est forcément bas. Comme vous l'avez dit, les entreprises sont organisées avec une forme de cartel. Et c'est une économie qui, à la fois, se projette beaucoup dans le monde, mais qui est pas très ouverte. Une dette publique de 250% du PIB, ce qui est considérable. Et sur le plan géopolitique, cette tenaille qui est que, d'un côté, la garantie de sécurité, c'était les États-Unis, mais les États-Unis de Donald Trump ciblent le Japon comme d'autres alliés sur le plan du commerce et font le chantage à la garantie de sécurité. Et la zone Asie-Pacifique est en train de devenir la plus dangereuse du monde avec l'expansion chinoise, la conquête des îlots et pour les Japonais, le conflit sur les Senkaku, la Corée du Nord et ses missiles, et la Russie, la contestation sur les îles Kouril. Donc, c'est bien une situation qui est quand même assez difficile, mais qui nous ramène quand même à un certain nombre. C'est pour ça que le Japon est aussi une forme de laboratoire de ce qui risque d'arriver aux pays développés, avec le vieillissement accéléré, la croissance faible, la déflation, les inégalités et la perte de confiance dans les institutions. Je rejoins ce qui a été dit sur le fait que le Japon a sans doute aussi des atouts qui lui permettent de relever ces défis. Mais il y a une grande contradiction aujourd'hui, c'est que même si le Japon n'a pas fait le choix du système libéral de type occidental, je crois qu'il doit se réformer, mais que la voie qui est quand même une voie plutôt nationaliste et presque militariste que propose Shinzo Abe, n'est pas la bonne. Et que entre les ambitions hégémoniques de la Chine et puis l'embardée protectionniste et isolationniste des États-Unis, ça n'est pas du côté du nationalisme que le Japon peut arriver à trouver une nouvelle stratégie. Il me semble que ce qui serait beaucoup plus intéressant, et d'ailleurs qui pourrait intéresser beaucoup les Européens, c'est plutôt d'avoir... le Japon, à mon avis, est critique dans la résistance au populisme et surtout aux démocratures. Parce que la résistance de la démocratie au XXIe siècle va se jouer largement en Asie et qu'il peut y avoir une alliance des démocraties, notamment entre l'Inde, le Japon, mais aussi la Corée du Sud, vous l'avez rappelé, mais pour l'instant, les relations sont extrêmement dégradées, pour essayer de préserver un cadre démocratique, et notamment en Asie, où se déroule pour l'instant l'essentiel de la poussée chinoise. Lucile Schmitt. Oui, moi je voulais d'abord, ça va peut-être sembler étrange, mais dire mon admiration par rapport à la trajectoire de cet empereur Akihito qui
a succédé à son père qui avait quand même joué un rôle fondamental dans l'attitude extrêmement agressive du Japon au moment de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, qui était sur son cheval blanc et qui inspectait ses troupes. Et puis, après la défaite japonaise, qui s'est retrouvé comme un petit homme avec son chapeau mou, c'est-à-dire qu'il est passé d'un empereur belliqueux. Il y a quand même eu 20 millions de morts en Asie, du fait du Japon, on va le dire. Et ensuite, c'était passe-muraille, mais Akihito a mis en scène, ça a été largement souligné d'ailleurs, le fait qu'il était un empereur, certes, qui vient de la déesse du soleil, du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pour nous, ça a un côté complètement incroyable, mythologique, ce Japon sur ce plan. Mais il a mis en scène, en fait, le rapprochement de cet empereur divin de sa société, et notamment, ça a été dit par Richard par Philippe, au moment de la catastrophe de Fukushima. Donc, je pense que c'est quelque chose d'essentiel, et on sait que son fils, Naruhito, va poursuivre dans le pacifisme et la reconnaissance de la responsabilité historique du Japon, qui est quelque chose qui reste encore à confirmer dans cette zone. Et par rapport à ce que disait Nicolas, les mauvaises relations du Japon avec ses voisins tiennent aussi à une forme de négationnisme porté par Shinzo Abe et par les conservateurs japonais, qui reste un négationnisme larvé mais réel. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que cette société japonaise a la capacité de se réinventer, et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une réflexion qui est en cours au Japon, au sein de la société, sur les orientations qui pourraient être prises pour se réinventer par rapport à ce déclin démographique et à cette espèce d'enquistement, de paralysie que symbolise Shinzo Abe, qui est une sorte de faucon qui, en fait, a été réélu en 2012, mais en jouant sur les peurs japonaises. C'est-à-dire en 2012, après la catastrophe de Fukushima, en 2011, le Japon avait été dépassé par la Chine, qui était devenue deuxième puissance économique mondiale. Donc Abe a été réélu, en fait, à travers, en jouant sur les angoisses et les peurs, et par rapport au fait qu'effectivement, le centre-gauche n'avait pas réussi à mettre en place une politique qui avait convaincu les Japonais. Mais c'est un Premier ministre qui à la fois se caractérise par sa longévité et qui se caractérise aussi par des bourdes de plus en plus évidentes. C'est quand même lui qui a proposé que Donald Trump puisse recevoir le prix Nobel de la paix. Il y a eu des fuites là-dessus. Et au Japon, les journaux japonais ont dit que c'était une honte que le Premier ministre japonais ait osé proposer Donald Trump comme prix Nobel de la paix. Donc la question de la réinvention de la société japonaise, c'est à la fois retrouver de la liberté par rapport au champ de la démocratie, la politique, retrouver de la décentralisation. Je pense que c'est un point essentiel. On sait qu'il y a 30% de la population japonaise qui habite dans la zone de Tokyo, et il faut retrouver les moyens d'un aménagement du territoire plus équilibré, et puis retrouver une créativité, une innovation sociale qui aujourd'hui est complètement bridée, paralysée. Vous le rappeliez, Richard, le Japon a énormément de capacités économiques et d'innovation, mais il avait su faire preuve d'innovation sociale, et là, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Il faut en terminer avec l'emploi à vie. Ça, c'est quelque chose aussi qui progresse dans le débat public japonais. Retrouver de la liberté et, au fond, retrouver la capacité de créativité liée au fait de se libérer de ces entreprises dans lesquelles on n'a plus le droit d'avoir une vie privée. Et puis, je terminerai en disant qu'il faut retrouver aussi de l'égalité homme-femme, ou en trouver au Japon. Ça n'existe pas. Il n'y a que 10% de femmes à l'Assemblée nationale japonaise. Les femmes ne travaillent pas ou pas assez. Elles ont des salaires et des carrières qui sont inexistantes. Et en même temps, il n'y a pas d'enfants. Alors, à quoi ça sert ? Il faut remettre les femmes dans le flux économique, dans le flux social, leur redonner le rôle qui doit être le leur. Et ça aussi, c'est un débat qui progresse au Japon. Je pense que tous ces débats, ils progressent, et que ce n'est pas parce que les indicateurs économiques sont aujourd'hui plutôt mauvais. Ça a été rappelé par Nicolas sur la dette publique, sur le fait qu'on est dans une situation où il y a une balance commerciale très excédentaire, mais que ça ne se traduit pas par une hausse des salaires. Mais ça ne veut pas dire que ça ne soit pas un moment, un nœud, une charnière où le Japon va retrouver, au fond, une capacité de dynamique. Richard Verly. Le Japon a une force qu'il gardera de toute façon, c'est le peuple japonais. C'est une force qui l'a conduit dans le passé, vous avez raison de le souligner, à des excès absolument abominables et à des comportements affreux, notamment lors de la Seconde Guerre mondiale, et à un fascisme qu'il a tenté d'imposer à toute la région asiatique avec les conséquences que l'on sait. Mais ce peuple japonais, d'abord, est un peuple extrêmement résilient. Et pour qui a habité au Japon, on le mesure concrètement. Les Japonais sont des gens qui sont durs au mal, durs aux épreuves, et qui se révèlent toujours dans l'épreuve. Donc, en ce moment, c'est une forme d'épreuve de longue durée,
Et le peuple japonais doit apprendre effectivement à s'adapter, mais il en est capable. La deuxième chose, et c'est en cela que le nouvel empereur Naruhito va jouer un rôle symbolique, une sorte de rôle de phare, c'est que le Japon va devoir se réinventer une société plus moderne. Et vous avez raison, tout l'enjeu des femmes. Mais quand même, je corrige là aussi. Dire que les femmes japonaises sont complètement absentes, ce n'est pas vrai. Le pays, déjà, sur ce plan, s'est révolutionné, bien évidemment. Par rapport à nos standards occidentaux, ces progrès semblent peut-être minimes, mais en réalité, depuis 15 ans, les femmes japonaises se sont mises à occuper des positions et un rôle de plus en plus important dans la société japonaise, à l'échelle japonaise. Prenez également la question de l'immigration. D'ailleurs, énormément de Chinois qui sont maintenant au Japon. Là aussi, vous aviez une société qui n'était absolument pas habituée à une forme de mixité avec des immigrés et qui peu à peu a appris, avec toutes les difficultés, à intégrer ces immigrés. Donc le Japon est un pays de maturation lente, mais qui à un moment donné, il l'a montré dans son histoire, soudainement adopte un nouveau cap. Et enfin, dernier élément, pour compléter ce que disait Nicolas sur la dette. Oui, le Japon est surendetté. C'est les Japonais qui possèdent la dette japonaise, ne l'oublions pas. C'est quand même une énorme différence. Il n'est pas endetté sur les marchés étrangers. Et ces entreprises, il me semble qu'on a parlé dans cette émission d'une entreprise nommée Nissan, par exemple, qui est pas mal dans l'actualité. Ces entreprises, même lorsqu'elles sont en faillite, et c'était le cas de Nissan à la fin des années 90, restent d'excellentes entreprises et c'est pour ça que Renault est allé s'allier à ce constructeur automobile. Donc encore une fois, quand vous grattez un peu la surface, ce pays reste une référence industrielle, une référence en termes de savoir, et surtout, il a un atout majeur, c'est un pays cultivé, c'est un pays de grande culture, et c'est un pays dont le peuple est aujourd'hui ouvert sur le monde, ce qui n'était pas le cas, évidemment, dans les années 30. Donc pour tous ces atouts, je m'efforce et je reste optimiste pour le Japon. Vous avez sûrement raison, Richard, de mettre en garde sur le fait de juger le Japon à l'aune de nos propres critères. Je l'ai fait d'ailleurs, c'est vrai, tout à l'heure à propos du chômage. Il est vrai que nous serions contents d'avoir le taux de chômage des Japonais, mais il est vrai aussi que là où il s'agit de certaines professions, le chômage au Japon a augmenté. Mais avant que nous en passions à notre dernière séquence, à la séquence des brefs, puisque vous avez vécu au Japon, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les relations franco-japonaises et sur leur évolution? Qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous ne faisons pas, qu'est-ce que nous pourrions faire, qu'est-ce que le Japon fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Les Japonais, l'élite japonaise en tout cas, attend énormément de la France sur le plan culturel. Les références intellectuelles françaises restent très très fortes au Japon aujourd'hui. Elles le sont presque plus qu'en France d'une certaine manière. Il y a un grand espoir de coopération. Cela dit, la France n'est pas en mesure, par exemple sur le plan de la sécurité, je dirais sur le plan des mécanismes essentiels qui font la vie d'un pays dans la mondialisation, la France n'a pas les moyens d'établir avec le Japon le même type de coopération et le même type de lien que les États-Unis. Mais au sein de l'Union européenne, il y a sûrement du côté de la France un intérêt fort pour le Japon. Il y a une grande école japonisante. Il y a un excellent livre qui vient d'être publié aux éditions Fayard de Jean-Marie Bouissou sur le Japon que je recommande à tous ceux qui s'intéressent. Son précédent livre s'intitulait « Quand les sumos danseront ». Voilà, il faut absolument lire ce pays. Il y a une grande tradition littéraire japonaise. Je crois que la France est le pays qui, au monde, traduit le plus de littérature japonaise. Et là, on peut rendre un hommage notamment à l'éditeur Philippe Piquier, qui a fait un travail formidable. Donc, pour toutes ces raisons, il y a ce cordon presque ombilical entre les deux pays. Ce qui manque, on le sait bien, et ça a toujours manqué, c'est le lien industriel, parce que lorsqu'il s'agit de grandes entreprises, à l'exception de Nissan-Renault, la France est largement passée à côté des alliances avec les grands de l'industrie japonaise. On peut rajouter que sur le plan diplomatique, il y a deux choses importantes. D'abord, sur le plan de la sécurité et sur le plan de la défense, la France essaye d'être quand même de plus en plus présente dans l'océan Pacifique et dans l'océan Indien. On a d'ailleurs une frégate, le Vendémiaire, qui vient d'être accrochée par la marine chinoise dans le détroit de Taïwan. La France donc a livré des sous-marins à l'Australie et donc il y a quand même une alerte devant la poussée chinoise et il faut jamais oublier que la France est quand même un pays qui est quand même présent dans le Pacifique et surtout il y a la défense du multilatéralisme. Quand j'ai parlé de l'alliance des démocraties, il y a aujourd'hui quand même un début de prise de conscience d'essayer
de sauver le système multilatéral face à l'entreprise de démolition conduite par Donald Trump. Et on trouve là un certain nombre de pays européens, mais aussi le Japon, l'Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, et aussi des pays en Amérique latine qui peuvent être intéressés par cet effort diplomatique. Donc je pense que là-dessus, il y a un véritable axe. Lucille Schmitt ? Oui, d'ailleurs, quand Shinzo Abe est venu à rencontrer Emmanuel Macron il y a de ça, quelques jours, la déclaration d'Emmanuel Macron sur le perron de l'Élysée était consacrée au multilatéralisme. Je tiens à préciser que Shinzo Abe n'a pas dit grand-chose et je trouve que tu as raison d'être optimiste sur le fait que le Japon soutienne le multilatéralisme, mais Shinzo Abe manifeste une sorte de pavlovisme à soutenir Donald Trump qui fait que c'est un peu à nuancer. Et je terminerai en disant qu'il ne faut pas réduire la diplomatie à la question de s'armer. Le sujet pour le Japon, c'est de trouver les moyens d'avoir des relations avec la Corée du Sud et avec la Chine, bon, la Corée du Nord, je l'accepte, dans un moment où Donald Trump, au fond, n'offre plus les garanties de stabilité dans ses positions diplomatiques qui permettent au Japon d'en faire son allié privilégié au point où il l'a été jusqu'à présent. Penser sa relation avec la Chine, pour le Japon, c'est essentiel, d'autant plus qu'il exporte vers la Chine énormément de semi-conducteurs, d'électronique, etc., et qu'il y a une relation économique qui est forte. Et donc, il y a un sujet sur le fait de devenir vraiment une grande puissance au sens diplomatique du terme. Donald Trump, non seulement n'offre pas de garantie de sécurité, mais peut offrir des risques supplémentaires, parce que dans ce qu'il avait imaginé comme accord avec la Corée du Nord, il y avait quand même le fait que la Corée du Nord renonçait à ses missiles balistiques qui pouvaient frapper les États-Unis, Exactement. mais conservait tous ses missiles à portée intermédiaire qui pouvaient viser et la Corée du Sud et le Japon. Ouais. Richard Verly ? N'oublions pas l'enjeu asiatique, il est en train de se passer quelque chose de vraiment fascinant d'un point de vue de géopolitique. Le Japon était traditionnellement la puissance dont le reste de l'Asie avait peur. Bien qu'elle accueille ces investissements, c'est d'ailleurs quand même, rappelons-le, grâce aux investissements japonais largement que toute l'Asie du Sud-Est, par exemple, a économiquement décollé. Eh bien, cette peur du géant japonais est en train quand même de beaucoup s'estomper parce qu'aujourd'hui, plusieurs et importants pays d'Asie du Sud-Est ont très peur de la Chine et de l'influence chinoise, même s'ils commercent énormément avec la Chine. Et il y a là un basculement qui est en train de se faire, et moi je continue de penser qu'à l'horizon des 20 prochaines années, le grand défi c'est celui de la coopération, sous quelle forme, comment, entre le Japon et la Corée du Sud, parce qu'à ce moment-là, vous aurez un ensemble de deux pays démocratiques face à la Chine, avec, je dirais, en ligne de mire le reste de l'Asie, et beaucoup de pays d'Asie sont sans doute plus favorables aujourd'hui aux échanges avec le Japon qu'ils ne l'étaient il y a, disons, une dizaine ou une vingtaine d'années. De sources bien informées, je peux indiquer à nos auditeurs que l'actuel ambassadeur du Japon en France est un ancien élève de l'ENA à titre étranger, comme d'ailleurs plusieurs de ses collaborateurs, et que son plat favori est l'aligot, ce qui prouve que il y a beaucoup de possibilités de coopération entre son pays et le nôtre. Nous sommes maintenant arrivés à l'heure de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je l'ouvrirai avec deux choses. Je suis en train, non pas de ranger, mais de déplacer une bibliothèque, parce que ranger serait un mot tout à fait excessif. Donc il me tombe sur les pieds un certain nombre de livres. Je disais la semaine dernière que tous les livres de David Goodis que j'avais me sont tombés sur les pieds, que j'ai profité d'un petit moment de vacances pour les lire avec délectation. Il m'est aussi tombé sur les pieds le livre de mémoire d'Albert Simonin qui s'appelle « Les confessions d'un enfant de la chapelle ». Pour tous les gens français, parisiens, provinciaux, étrangers qui aiment Paris, c'est une description qui est extraordinairement savoureuse, qui est aussi une description d'une époque d'avant les 30 Glorieuses, d'une époque où on a beaucoup de mal à atteindre le nécessaire, et donc le superflu est loin. Il y a notamment un épisode où il y a une succession de deuils dans sa famille, et où même en prenant le dernier enterrement, l'enterrement de 7e classe, celui qui coûte le moins cher, la famille se retrouve littéralement sur la paille. Bref, tout ça est extrêmement sympathique, plein de renseignements sur les conditions de travail de l'époque, mais aussi sur les conditions de la vie artistique. Par exemple, il y a une description du théâtre des Bouffes du Nord de l'époque, avec les différents programmes concoctés par une direction qui essayait d'attraper tous les publics, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien depuis l'opérette jusqu'à des choses qui étaient le plus léger possible, dans le sens qu'on donnait au mot léger à l'époque. Bref, c'est une lecture que j'ai trouvé délectable et dont je suis sorti avec beaucoup
d'images dans la tête. Lucille Schmitt. Oui, alors moi, j'aime beaucoup Haruki Murakami, dont on dit que c'est le romancier japonais le plus occidental. Je crois que c'est tout à fait faux, il est parfaitement japonais, mais il nous emmène dans nos rêves d'une manière qui est remarquable. Et donc je voulais dire de lire ou de relire Kafka sur le rivage, qui est un roman qui est paru il y a longtemps, hein. C'était paru en 2005, ça a dû être traduit en 2005 ou en 2006. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon qui a 15 ans et qui s'appelle Tamura et qui se fait appeler Kafka, ce qui est quand même une sorte de clin d'œil, et d'un vieil homme qui, lui, cherche les chats. Et dans ce roman, les poissons, les chats parlent et on se promène en fait sur les rivages de la vie qui commence et la vie qui se termine. Et je trouve que c'est une poésie qui est remarquablement mélancolique. Je terminerai en lisant une petite phrase de ce livre. Nous perdons sans cesse des choses qui nous sont précieuses, des occasions, des possibilités, des sentiments qu'on ne pourra pas retrouver. C'est ça aussi vivre. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est à la fois pour nous et qui évoque cette mélancolie cultivée dont parlait Richard sur le Japon. Richard Verly. Oui, parce que les Japonais sont mélancoliques, mais ils ne sont pas si nostalgiques, oui. Et c'est leur force. Oui. Ils regardent quand même toujours devant. Oui. Ils sont souvent tristes, mais ils ne sont pas obsédés par ce qu'il y avait avant. Et de ce point de vue-là, ça peut les aider à se réinventer. Alors moi, je vais revenir sur les terres européennes, à la Renaissance, parce que cette semaine a été la semaine du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Elle a été commémorée. Je me suis donc plongé dans la biographie traduite en français de Léonard de Vinci par Isaacson, un auteur américain publié aux éditions Quanto. C'est absolument fascinant. Alors j'ai été un petit peu déçu par le style de cette biographie. Je trouve que la traduction n'est peut-être pas toujours aussi alerte qu'elle devrait l'être pour un livre qui fait quand même 600 pages. Mais ce qu'on apprend de Léonard de Vinci, ce qu'on comprend de ce génie multiforme, nous laisse quand même totalement pantois, parce qu'on se dit que, évidemment, il y a des gens d'une stature extraordinaire différente à une époque comme l'était l'époque de la Renaissance. Et ce qui est amusant, c'est que toute cette semaine aura été la commémoration du Léonard de Vinci, héros français, en quelque sorte, alors que la biographie raconte quand même beaucoup comment cet homme était avant tout et extrêmement un Italien et un Transcan. Donc c'est délicieux. Nicolas Bavrez. À lire et à faire. Donc, à lire Le capitalisme sans capital de Jonathan Haskell et Stian Westlake. C'est un livre sur le glissement de l'investissement et des actifs matériels vers l'immatériel. Donc, ça nous renvoie à l'innovation et au Japon. Et c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il montre à la fois la sous-estimation de cette économie immatérielle, pourquoi elle a des impacts très importants en termes de hausse des inégalités ou de problèmes de financement de l'investissement, et comment elle appelle une redéfinition des politiques publiques vers le savoir en termes d'éducation, de technologie, de planification urbaine également. Et puis à faire, aller voir au musée du Louvre l'exposition sur les royaumes oubliés. Alors on est entre l'Europe et l'Extrême-Orient, c'est le Moyen-Orient. C'est une exposition qui va des Hittites jusqu'aux Assyriens, qui couvre donc la période entre 2000 avant Jésus-Christ et 700 avant Jésus-Christ. On voit non seulement des statues monumentales avec des animaux extraordinaires, mais on voit surtout l'invention des systèmes d'écriture avec la concurrence entre les systèmes de hiéroglyphes différents et puis le début de l'écriture alphabétique. Et c'est absolument extraordinaire de voir cette invention de l'écriture qui va ensuite, évidemment, structurer notre civilisation. Je vous rappelle que cette émission est préparée avec Charlotte Montier, que c'est Nicolas Tourneau qui assure la vie et la vitalité de notre site, Benoît Carré qui assure la retranscription sous la forme d'un compendium de notre conversation. C'est Adrien Beccaria au studio L'Arrière-Boutique qui a enregistré cette émission produite par Nouvelles Écoutes et Julien Neuville. C'est donc le 12 mai que nous nous retrouvons en public. Toutes les indications sont sur notre site et elles seront doublées par l'envoi d'un courriel général à l'ensemble de nos soutiens. À la semaine prochaine.